Bienvenue chers fidèles de la télévision rwandaise, bienvenue à cette grande édition en langue française. À la présentation, je suis Eddy Sabiti. Tout de suite, nous commençons par la page économie avec la Banque nationale du Rwanda, dont les indicateurs montrent qu'en 2025, les prix vont continuer à augmenter avec un taux de 5,8% par rapport à 4,6% enregistré en 2024. Le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwangombwa, l'a révélé donc dans une conférence de presse animée au siège de la Banque nationale sur la politique monétaire et la situation financière du pays pour le quatrième trimestre de l'année 2024. Le gouverneur Rwangombwa a fait remarquer que même si la hausse des prix va se poursuivre, cette situation ne constitue en aucun cas une source d'inquiétude car l'inflation ne dépassera pas le taux d'inflation de base compris entre 2 et 8%. La BNR a par ailleurs indiqué qu'au cours de ce mois de novembre, le franc rwandais a perdu sur le marché de change environ 8,4% de sa valeur par rapport au dollar américain. Justement, à ce propos et du dollar américain et surtout de la santé du franc rwandais, notre confrère Placide Ngirinshuti s'est entretenu avec la vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda, Madame Soraya. Tout d'abord, elle est revenue sur ce qu'a été l'année dernière et toutes les péripéties par lesquelles est passée notre économie et surtout la santé que celle-ci a enregistrée par rapport à la situation sur le marché, aussi bien local qu'international. Donner les raisons pour lesquelles l'année dernière, nous avons eu un taux de dépréciation très élevé. C'est le plus grand taux de dépréciation que nous avons eu depuis plus de 12 ans. Pour l'année 2023, donc de janvier à décembre 2023, ce taux de dépréciation du franc rwandais par rapport au dollar était de 18%. Et généralement, nous avons en moyenne un taux de dépréciation de 5%. Du franc rwandais si on prend la moyenne à partir de 2012. Les seules fois où on a eu une dépréciation au-dessus de 5% ont été en 2012 et 2013. Là, on était plus ou moins à 9%. Et les raisons sont multiples. Tout d'abord, les chocs macroéconomiques que nous avons connus, que ce soit les conséquences du Covid, les taux d'inflation très élevés, même dans les pays avancés en 2022 et 2023, et la politique restrictive de la Réserve fédérale américaine qui a augmenté son taux directeur à partir de 2022-2023 et la hausse du dollar. Deuxième élément qui touche plus particulièrement notre pays, c'est un déficit de la balance commerciale où nous voyons que nos importations continuent d'augmenter à un taux plus élevé que les exportations. Aujourd'hui, si nous regardons le déficit de la balance commerciale pour les 9 mois de l'année 2024, elle a augmenté de 8,3%. Et lorsqu'on regarde le taux de dépréciation du franc rwandais de janvier à septembre cette année, il était de 6%. Donc vraiment, ce qui a eu une influence ou un impact très négatif sur le franc rwandais, c'est la demande du dollar, surtout pour les importations. Et malheureusement, nos exports ne suffisent pas encore pour pouvoir atténuer ce déficit. En revanche, nous voyons qu'il y a une amélioration, une stabilisation du franc rwandais, où cette année, comme je l'ai dit, nous avons jusqu'au mois de septembre une dépréciation de 6% comparée aux 13% que nous avions l'année dernière. Et lorsque l'on regarde les mesures mises en place par le gouvernement pour vraiment booster nos exports dans les 5 années qui viennent, nous sommes confiants que nous retrouverons de taux de dépréciation autour de 5% qui nous paraît adéquat vu la nature de notre économie.
La vice-gouverneure, Madame Soraya, est également revenue sur le taux de 16% observé actuellement sur la hausse des prix sur le marché. Et surtout, elle a annoncé les mesures qui sont prises pour contrôler les pressions inflationnistes qui pourraient donc en découler. On écoute ici encore une fois la vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda. C'est une très bonne question. En théorie, le fait de déprécier notre monnaie par rapport au dollar ou aux autres monnaies fortes fait que nos exportations sont plus compétitives parce qu'elles sont moins chères en dollars lorsqu'il y a une dépréciation. Mais nous savons qu'en réalité, puisque les prix des principaux produits d'exportation, que ce soit le café, le thé, les minerais, ce sont des prix fixés en dollars par le marché international. Et donc là où nous voyons une compétitivité de nos exports, c'est plus pour les produits finis, les produits manufacturés ici au Rwanda, ce qu'on appelle des exportations non traditionnelles. Et donc, normalement, en principe, nous devrions avoir une compétitivité par rapport à nos concurrents et pouvoir exporter plus. Mais il faut aussi, je pense, être clair. Des mesures qui sont prises pour augmenter nos exports sont des mesures à moyen et long terme. Il n'y a pas de solution miracle pour augmenter des exportations. Ce sont des politiques qui prennent du temps. Lorsque nous avons des usines qui sont mises en place, elles prennent du temps pour pouvoir produire à un niveau élevé et pour non seulement la consommation locale, qui nous permettrait de réduire nos importations, surtout pour des produits de consommation, mais aussi pouvoir exporter. Et donc c'est pour cela que nous voyons qu'à moyen terme, nous aurons une dépréciation moindre, mais il faut que les mesures vraiment d'exportation soient suivies et qu'on puisse voir des résultats escomptés d'ici 5 ans. Vous savez que la stratégie de transformation à la deuxième phase a des ambitions très très grandes. En revanche, nos prévisions pour l'inflation, que ce soit pour cette année, c'est qu'elle restera autour de 4,6%, donc en deçà des 5% en moyenne d'inflation qui est notre, je dirais, benchmark ou inflation moyenne entre 2 et 8%. Et lorsque nous regardons les prévisions pour 2025, l'inflation va augmenter, mais de manière très limitée, jusqu'à 5,8%. Donc nous serons toujours dans la fourchette de 2 à 8%. Notamment grâce, je pense, aux saisons agricoles, que ce soit la saison A et la saison B de cette année, et ce que nous voyons comme prévision l'année prochaine. Donc nous n'avons pas beaucoup d'inquiétudes sur le niveau d'inflation, mais cela dépend, comme on l'a répété lors de notre conférence de presse, des pressions que l'on voit et des risques liés au conflit qui pourraient s'accélérer ou si on avait un autre choc climatique. Mais c'est pour cela que nous avons toujours notre comité de politique monétaire qui se réunit tous les 3 mois pour regarder d'autres facteurs qui influeraient l'inflation. Merci donc à notre confrère Placide Ngirin-Chouti qui s'est entretenu avec la vice-gouverneure de la Banque nationale, Madame Soraya. Passons à autre chose à présent pour parler justice au 13e jour du procès de Philippe Hategekimana ou Philippe Manier, dit Biguma. Aujourd'hui, donc, les membres du collectif des partis civils pour le Rwanda ont assisté à ce procès. Justement, l'un des membres de ce collectif et surtout l'un des fondateurs, Alain Gauthier, se joint à nous depuis Paris où se tient ce procès. Il est avec nous au téléphone. Alain, vous nous entendez? Bonjour, bon après-midi. Oui, bonjour, je vous entends très bien.
Alors, au 13e jour, hier, déjà pour rappeler les faits, il était question d'écouter les témoins. Qu'en est-il de la journée d'aujourd'hui et surtout dans quelles dispositions ce procès se déroule? Alors ce matin, nous avons entendu deux témoins cités par l'accusation. Ce sont des personnes qui ont participé au génocide et qui ont plaidé coupables. Cet après-midi, on a commencé avec l'audition d'un de nos témoins, une de nos parties civiles, qui a raconté dans le menu détail l'attaque par les gendarmes de la colline de Niaboubare. Et ça dure déjà depuis 2 heures et l'audience n'est toujours pas terminée, mais son témoignage est accablant pour l'accusé. Témoignage accablant, quels sont les faits, par exemple, que la Cour, vous êtes dans ces dossiers depuis de nombreuses années, parmi les faits accablants révélés dans ce témoignage, y a-t-il du nouveau que, par exemple, les membres de la Cour ont appris par rapport à ce procès, à ce 13e jour, Alain? Écoutez, les membres de la Cour, ils sont nouveaux. Vous savez qu'on est dans un procès en appel, ce qui veut dire que et le président, et les magistrats, et les jurés sont tous nouveaux. Donc, ils sont tous là pour apprendre ce qui s'est passé à Nyanza pendant le génocide des Tutsis en 1994. Nous commençons aujourd'hui par la colline de Niaboubare, et puis nous aurons ensuite les massacres qui ont été perpétrés sur la colline de Niamuré et Karama. Et puis enfin, il y aura tous les massacres commis toujours par les gendarmes, à la tête duquel se trouvait Bigouma, à Lizar Songo. Donc nous n'en sommes qu'au début de l'audition des véritables témoins, des victimes dans ce génocide. Alors, Alain, c'est vrai, ça va faire que seulement une dizaine de personnes qui sont poursuivies aujourd'hui. Vous parlez des membres de la Cour qui sont nouveaux par rapport à ce dossier, mais quand même, le système de justice en France n'est pas nouveau par rapport à ce dossier. Avec une observation générale de la situation, avez-vous ou pensez-vous qu'il y a des avancées, notamment sur le plan de la compréhension générale et globale de ce qui s'est passé au Rwanda, et surtout, est-ce que la justice a conscience de la tâche qui est la sienne? Oui, bien sûr, chaque procès permet d'augmenter un petit peu la connaissance de ce qui s'est passé au Rwanda. Par contre, vous évoquez la situation de la justice française. Moi, je dois quand même avouer que nous restons sur notre faim, puisque c'est la 9e personne qui est jugée, le 8e procès. Le premier procès a eu lieu en 2014, donc il y a 10 ans. Les autorités judiciaires et politiques ont promis qu'il y aurait 2 procès par an. Or, pour l'instant, eh bien, après ce procès-là qui va se terminer pratiquement juste avant Noël, eh bien, est prévu un procès en appel du docteur Sosthène Munyemana en septembre 2025 et un autre appel en février 2026. Donc, personnellement, je pense que le compte n'y est pas. Je pense que toutes les promesses qui sont faites, que ce soit par la justice ou par nos hommes politiques, sont des effets de communication. Vous allez me trouver certainement très sévère, mais nous, ça fait bientôt 28 ans que nous nous battons pour que justice soit rendue et de toute façon, le retard qui a été pris ne se rattrapera jamais. Donc, bien sûr, on peut se réjouir de la tenue de ces procès, mais beaucoup de ceux contre lesquels nous avons déposé plainte ne seront jamais jugés, soit parce qu'ils sont âgés, malades, d'autres sont décédés, d'autres dossiers seront enterrés. Les juges d'instruction risquent d'être tentés de prononcer de plus en plus de non-lieux, dans la mesure où beaucoup trop de dossiers encombrent la justice française actuellement.
Alain Gauthier, président du collectif des parties civiles pour le Rwanda, qui intervenait depuis Paris dans le procès Philippe Hategekimana, dit Manier, ou encore alias Bigouma. Merci beaucoup d'être intervenu sur nos antennes, Alain. Merci à vous. Au revoir. Poursuivons avec l'actualité en national, avec les enseignants de la langue française qui déplorent un certain nombre de problèmes dans les programmes scolaires qu'ils estiment obsolètes aujourd'hui, ainsi que le manque de livres et d'autres matières, d'autres supports didactiques nécessaires dont les enseignants ainsi que les élèves ont besoin dans leur apprentissage de cette langue au quotidien. Situation qui entrave la qualité de l'enseignement que ces derniers déplorent. Les détails ici avec notre confrère Kassim Youssouf. Depuis 2021, le français est enseigné comme une matière de cours dès la première année de l'école primaire. Le directeur général de l'Office rwandais de l'éducation de base, REB, Dr Mbarushimana Nelson, indique que cela permettra aux élèves de mieux maîtriser et d'apprécier cette langue. C'est un parcours, petit à petit, les élèves apprennent et ça dépend de l'intérêt. Ce que nous encourageons à nos enseignants, c'est de créer un intérêt, la motivation aux élèves d'aimer les langues, et non seulement le français, mais aussi le Kinyarwanda et l'anglais. Parce que quand tu maîtrises la langue, c'est un canal qui t'aide à faire la communication, même en dehors de la classe. C'est bien même que de plus les élèves parlent le français. Depuis quand ils vont là où on parle le français, ils ne chercheront pas des interprètes. Les enseignants de français indiquent cependant qu'ils rencontrent encore des obstacles pour enseigner cette langue, notamment le manque de support pédagogique adéquat et des programmes scolaires qui ne sont pas adaptés aux besoins actuels. Pour le moment, nous avons un problème de documentation, donc le contenu n'est pas adapté au niveau des apprenants. On a conçu le programme de le curriculum que nous utilisons ici, comme les enfants, nos élèves, nos apprenants ont eu déjà une notion auparavant. Et ce n'est pas vrai, des enfants parlent d'abord la langue maternelle au Kinyarwanda. Donc une seconde langue doit être adaptée depuis le niveau très bas. Est-ce que ça doit adapter au fur et à mesure que les élèves avancent à leur cours du cycle primaire ou secondaire? Nous avons enseigné le français, c'est que nous manquons de matériel didactique tels que les livres ou bien les autres matériels qu'on peut utiliser pour bien enrichir la connaissance pour les enfants. Le directeur général de l'Office rwandais de l'éducation de base, REB en sigle, assure que ces problèmes sont en cours de résolution et que l'année prochaine, les programmes de français et des autres langues seront révisés. Florent Massa, chargé de la coopération à l'ambassade de France au Rwanda, fait savoir que son pays continuera de collaborer avec le Rwanda pour promouvoir l'enseignement du français. On ressent qu'il y a un regain d'intérêt pour l'enseignement et la pratique du français au Rwanda dans le milieu scolaire, et ce à tous les niveaux, que ce soit pour le maternel, primaire, secondaire. Quand on a réouvert l'Institut français, on a une forte demande, une demande accrue sur les passations en français pour les tests de langue, pour les cours, pour les certifications, parce que aussi pour les jeunes étudiants rwandais qui veulent aller étudier dans des pays francophones et notamment en France, le niveau B2 est demandé. On a toutes sortes de publics qui viennent nous voir et que ça démontre un regain d'intérêt pour l'enseignement et l'apprentissage du français, et on en est très heureux. C'est une approche parmi d'autres, donc on part aussi sur du français langue étrangère. Il y a aussi des approches qui différencient selon les publics auxquels on s'adresse. Aujourd'hui, quand on parle dans cette journée pour la Journée internationale des professeurs de français, on essaie de s'adapter à notre public, qui est aussi un public jeune. Donc dans les écoles, il y a beaucoup d'approches par la pédagogie ludique, par le jeu. Il y a aussi des approches par le livre, tout simplement. C'est la raison pour laquelle on organise des bourses livres à l'ambassade de France au Rwanda.
Donc les approches sont multiples. L'approche principale reste le français langue étrangère. Et il y a aussi du français sur objectifs spécifiques dans des secteurs d'activité qui sont porteurs d'emplois ici pour le Rwanda. On pense à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme. Donc c'est une approche parmi d'autres mais qui est variée. Donc on s'attache à correspondre au plus près aux attentes de nos partenaires rwandais. Le Rwanda s'est joint ce jeudi au reste du monde pour célébrer la journée internationale des enseignants de français. Le Rwanda compte actuellement 2598 enseignants de français. Le français est la 5e langue la plus parlée au monde avec 320 millions de locuteurs. Voilà, quittons la scène nationale pour nous rendre à l'ouest du continent, au Sénégal, où vous savez, s'est tenu très récemment les élections législatives avec notamment la victoire, large victoire aux élections législatives du PASTEF, donc le parti au président Faye ainsi qu'au Premier ministre. Depuis Dakar, nous sommes rejoints par Ousseynou Nar Gueye, il est éditorialiste sénégalais. Vous êtes là, Ousseynou, bonjour, Nangadef. Je suis là, je vous dis bonjour, Magnifirek, bonjour à vos téléspectateurs et à tous les amis africains et d'autres continents qui nous font l'amitié de suivre votre belle télé, TV Rwanda. Voilà, je disais que vous êtes justement éditorialiste, mais également vous avez été candidat à ces élections. Mais là, vous êtes notre invité en tant qu'éditorialiste. Déjà, cette victoire écrasante, large victoire en tout cas du parti du président Faye, en pratique, que cela signifie de manière pratique et surtout comment cela va s'interpréter dans le quotidien du Sénégalais et surtout dans l'exercice du pouvoir du président Faye. Oui, les résultats seront affichés au tribunal de la Cour d'appel de Dakar dans 1 heure à 16h GMT aujourd'hui. Mais les jeux sont faits, la messe est dite. Tous les grands acteurs de l'opposition au PASTEF ont reconnu la large victoire de ce parti. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le peuple sénégalais a donné les pleins pouvoirs à la majorité désormais présidentielle, comme il faut l'appeler, pour mettre en œuvre son projet qu'ils appellent de changement systémique. Mais au-delà de féliciter le parti PASTEF pour cette victoire dont la réjouissance, me semble-t-il, sera de courte durée, je leur dis surtout bon courage parce que les chantiers sont nombreux, la tâche sera ardue. Nous sommes dans un pays où le déficit représente 10% du PIB alors que les critères de convergence de l'UEMOA préconisent 3%. La dette représente 88% du PIB là où les critères de convergence de notre Union économique et monétaire préconisent 70%. Nous avons 22% de taux de chômage et 35% des jeunes qui n'ont ni qualification ni emploi. Donc je pense que en donnant cette majorité avec 57% des voix et 80% des sièges, c'est-à-dire pratiquement 132 sièges sur 165 au parti PASTEF, à la coalition PASTEF, le peuple sénégalais leur adresse un message clair qui est non pas nous sommes satisfaits de vous, mais plutôt nous vous donnons la mission de délivrer, de fournir la marchandise pour laquelle vous vous êtes engagés et donc de vous mettre au pied du mur et de vous demander de nous prouver que vous êtes les maçons que vous prétendez être parce que c'est au pied du mur qu'on reconnaît le bon maçon. Justement, c'est bien dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît ou qu'on juge le bon maçon, c'est-à-dire ces élections, bien que ça soit une prise de pouvoir totale, ils ont la main sur le pouvoir et surtout leur action sera libre, sinon le chemin est balisé pour le président Faye et son Premier ministre Sonko. Doit-on dire maintenant que pour les observateurs, mais surtout les opposants aussi,
Quel rôle l'opposition va jouer dans ce mandat du président Faye? Non, je pense que l'opposition va d'abord encaisser le coup et digérer la défaite, mais nous sommes dans une chambre introuvable dans laquelle il y a une opposition congrue. Il faudra qu'elle puisse s'organiser pour, au moins parce qu'elle a le ministère de la parole, pouvoir se faire entendre dans l'évaluation des politiques publiques et dans le contrôle de l'action du gouvernement. Maintenant, ce que je peux dire du contrat de législature de PASTEF, c'est qu'ils se sont engagés quand même pour certaines lois qui sont à même de créer de la polémique et qui sont conflictogènes, comme par exemple la criminalisation du délit d'homosexualité, comme par exemple encore la suppression du poste de Premier ministre pour ramener le poste de vice-président qui, je crois, est destiné à Ousmane Sonko, qui dans un premier temps, me semble-t-il, va filer tout droit vers le perchoir de l'Assemblée nationale en tant que président de cette Assemblée nationale-là pour gérer cette grosse coalition Maús costaud qu'il faudra diriger de main de maître et quelque part de main de fer, parce que une grosse coalition comme ça ne se gère pas facilement. Mais toujours est-il, je pense que l'opposition a un rôle à jouer. Nous ne pouvons pas donner les pleins pouvoirs à quelque majorité présidentielle que ce soit, même si ce n'est pas une surprise, parce que pour les observateurs, depuis 25 ans que nous assistons après la première alternance qui avait amené Abdoulaye Wade au pouvoir à des élections législatives, les Sénégalais, à la suite de l'élection d'un président de la République, lui ont toujours donné une majorité pour gouverner. Mais là encore, je pense que c'est une majorité, comme je vous le dis, qui les met au pied du mur. Et peut-être une dernière chose que je voudrais rajouter parmi les engagements législatifs de PASTEF, ils veulent abroger la loi d'amnistie qui a été prise dans les derniers mois du mandat de Macky Sall concernant les événements survenus au Sénégal ayant entraîné des morts d'hommes et des saccages entre mars 2021 et juin 2023. Tout cela nous promet quand même des lendemains assez chaotiques, assez conflictogènes. Mais je pense que l'opposition sera républicaine, mais ça ne l'empêchera pas, même si seulement le groupe de l'ancien président Macky Sall, avec sa coalition Takku Wallu Sénégal, avec 16 députés attendus, est en mesure de former un groupe parlementaire. Nous devrions n'avoir que 2 groupes parlementaires, à part le groupe des non-élus, des non-inscrits. Donc, je pense que cette opposition-là sera républicaine, mais saura se faire entendre parce qu'en son sein, il y a des individualités très remarquables qui ont un coefficient personnel qui leur permet de se faire entendre de la majorité présidentielle et de la population. Il nous reste 30 secondes. La dernière question que je vous pose, plus jeune président du continent africain, doit-on dire maintenant toutes les promesses qu'il a adressées, notamment à la jeunesse sénégalaise, aujourd'hui, il a le plein pouvoir pour pouvoir justement les réaliser? Oui, le plus jeune président élu d'Afrique, le président Diomaye Faye, est confronté aux attentes de la jeunesse qui sont énormes. J'ai cité le taux de non-éducation et de non-emploi de cette jeunesse qui est de 35%. Nous avons un symptôme très fort qui est l'embarcation dans des pirogues par cette jeunesse-là pour aller vers des Eldorado supposés en Occident. Tant que ce phénomène-là de l'embarcation dans des pirogues ne cessera pas, on ne pourra pas dire que le président Diomaye aura réussi à répondre aux attentes des populations. En tout cas, il a aujourd'hui les instruments législatifs en plus de présidentiels pour pouvoir dérouler son action. Nous lui souhaitons bien de chance dans ce déroulement de son action présidentielle et législative
pour le bien du Sénégal, pour le bien des Sénégalais et pour le bien de la jeunesse sénégalaise, et surtout dans une sous-région chahutée par les coups d'État un peu partout, qu'on puisse donner un modèle démocratique de souverainisme qui arrive à prouver qu'il a les capacités de réussir. Je vous remercie. Ousseynou Narguey, éditorialiste Axe et Cible et aussi également Tract Sénégal. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et c'est sur ce point sur le Sénégal que nous mettons un point final à notre édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.